Bonjour, bienvenue pour la 40e séance en Python, déjà la 40e, on en a vraiment beaucoup, et on va s'attaquer à une partie très importante et très complète au niveau de Pygame, les événements. Donc les événements, ça va être une vidéo assez longue puisqu'on va voir pas mal de choses. On ne verra pas tout ce qui concerne les événements sur Pygame, mais en tout cas une bonne partie, pour que vous puissiez bien vous amuser, on va dire, pour la suite sur vos petits programmes. Donc évidemment, n'hésitez pas, toujours, je le dis très souvent et je me répète très souvent, à faire des petits projets, faire des petits programmes de votre côté, pour mettre tout ça en pratique et bien assimiler tout ce que je vous montre en vidéo. Alors déjà, qu'est-ce qu'un événement? Enfin, on va reprendre déjà un code minimal, mais on va en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'un événement? Eh bien, un événement, pour ceux qui n'ont jamais programmé encore, enfin, pour qui c'est tout nouveau, ou alors vous n'avez jamais utilisé de bibliothèque graphique ou d'interface graphique, c'est quelque chose qui va, donc, qui va arriver, qui va se produire au niveau de notre interface, et que nous allons pouvoir traiter, d'accord? On va récupérer l'événement en question, et en fonction de l'événement qui se sera produit, on pourra réaliser un certain nombre de choses au niveau de notre interface, et c'est ça qui nous intéresse. Alors grosso modo, Pygame, qui je rappelle est basé sur la bibliothèque SDL, une autre bibliothèque qu'on retrouve dans d'autres langages, utilise le principe de fil d'événements, c'est-à-dire que chaque événement, quel qu'il soit, d'accord, par défaut, va être récupéré, enfin stocké dans une file d'attente, d'accord, jusqu'à éventuellement être traité ou non, d'accord, on n'est pas obligé de traiter les événements, mais ils seront enregistrés dans cette fameuse file d'événements. Alors on peut filtrer les événements, on peut très bien par exemple dire qu'on en accepte certains et on en refuse d'autres, ou on en ignore d'autres, mais nous on va utiliser le système standard qui suffit largement, même pour un projet professionnel ou un projet on va dire concret, il n'y a absolument aucun problème, donc on ne verra pas le système de filtre par rapport à ça, mais on va s'occuper de récupérer tous les événements et de traiter les événements en fonction de ce qu'il se passe. Donc il est temps maintenant de venir sur la partie du code que vous avez depuis le début dans vos programmes et qu'on n'avait pas abordé encore en détail. Donc la partie des événements, c'est ceci, d'accord, qui nous intéresse nous le plus, d'accord, concernant ces événements-là. L'événement va être d'abord récupéré, c'est-à-dire qu'on a cette fameuse file d'événements, file d'attente, on récupère tous les événements grâce à pygame.event.get. Et comme on est dans une boucle, d'accord, on le récupère dans une variable que nous avons ici appelée event. On aurait pu l'appeler tout à fait autrement, mais pour, on va dire, des questions d'habitude, pour pas trop se perdre, en l'appelant event, voilà, on sait à quoi ça fait référence. Tout ceci se passe dans une boucle infinie, je rappelle, qui va permettre du coup de récupérer tous les événements qui vont survenir au cours de l'exécution de notre programme. Et jusque là, une fois que nous avons ça, notre objet event possède un attribut type, d'accord? Et cet attribut type va permettre de savoir quel est le type de l'événement qui est arrivé, d'accord, qui est survenu. Ces fameux types d'événements, j'ai été récupérés donc pour que vous ayez en fait le visuel sous les yeux sur la documentation officielle, on les invente pas, ils sont ici. Voilà. Vous avez donc l'événement de type quit, ok, qui est un des événements disponibles et on en a beaucoup d'autres. Nous allons voir par exemple les événements liés à la redimension de la fenêtre, donc vidéo resize, on va en parler. Dans cette vidéo, on va même commencer par celui-là. Des événements liés au clavier, des événements liés à la souris, et vous avez éventuellement, donc Joy, tout ça, tous les événements liés au joystick, donc notamment aux manettes de jeu, si ça vous intéresse. Donc ça on les verra pas en vidéo ici, mais vous pouvez bien sûr vous en servir. On a également la possibilité de créer nos propres événements et d'avoir des événements personnalisés. On ne le verra pas non plus puisque les événements, on va dire ici en standard, sont largement suffisants, mais sachez que c'est possible, on peut travailler avec des événements créés nous-mêmes. Voilà pour cette partie, on va garder ça sous la main parce que ça va nous servir. On va donc adapter ce code-là et pour, histoire de réviser ce qu'on a vu précédemment sur l'affichage de texte, on va se resservir de texte ici pour travailler sur ces fameux redimensions de la fenêtre. Première chose à faire, donc vous voyez le code qu'on a ici, rien de nouveau. On va déjà permettre le redimensionnement de la fenêtre, parce que par défaut elle ne l'est pas, elle sera du coup en 640 par 480 sans être redimensionnable. Donc ici comme deuxième argument pour cette mode, pour la création de la fenêtre, je vais lui passer pygame.resizable. Voilà. Et du coup là, si je fais un python main.py, je peux directement redimensionner ma fenêtre. D'accord? Voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça on va garder, et on va pouvoir travailler à partir de là. Donc ce qu'on va faire, on va charger une police de caractère. Alors comme je n'ai pas de fichier de police là au niveau de mon programme, j'ai juste les petits schémas ici que vous allez pouvoir retrouver. D'ailleurs ces schémas là, donc ces formes d'image, je vous les ai mis dans un zip disponible dans la description de la vidéo, si vous voulez les récupérer. Celui-là vous verrez par la suite les touches du clavier. Et donc comme je disais, je n'ai pas de police de caractère. Alors on va charger une police système. Donc moi je suis sur Windows, je vais charger la police Arial. Si évidemment vous êtes sur GNU Linux, macOS ou autre, il faudra utiliser notre police puisque la police Arial n'est pas disponible sur vos systèmes à vous. On va charger donc Arial font, je vais faire pygame.font, donc ça c'est de la révision de la vidéo d'avant, size font, Arial de taille 30. Ensuite, une fois que la police est chargée, donc ça va faire une seule fois, on charge qu'une seule fois les ressources, je vais créer le rendu, je vais mettre dimensions
texte. C'est sur Arial Font, la méthode render. Ok, donc ça c'est important. Pour cette méthode render, comment je vais afficher ça? Je vais mettre ceci, .format, et je vais afficher ici mon tuple, tant qu'à faire. Hop, voilà. Je veux un texte lissé, donc sans avec de l'anti-aliasing, donc je mets true, et je vais lui passer une variable white color qui sera en fait la couleur de mon texte en blanc. Donc je vais me faire 255, 255 et 255 pour les trois niveaux de enfin les trois taux de couleur RGB. Voilà pour ça. Ensuite, on n'a plus qu'à, rappelez-vous, blitter le tout, c'est-à-dire de l'ajouter, ajouter ce fameux texte qui a été rendu, qui a été créé en fait au niveau de notre surface. Donc Windows Surface.blit, le fameux texte, donc dimensions text, et la position à laquelle on l'affiche. Donc moi je vais le mettre en 10-10 pour l'avoir en haut à gauche en fait de notre fenêtre. Voilà, on n'a plus qu'à afficher tout ça, voir s'il n'y a pas d'erreur, et c'est bon. Donc voilà ce que nous avons, 640 par 480, ça correspond à ce que nous avons ici, au niveau de la résolution, pas de problème. Donc pour le moment, si je cherche à redimensionner ma fenêtre, on n'observe absolument aucun changement, d'accord? Absolument rien. Donc ça, on va s'en occuper. On va récupérer et notamment traiter l'événement lié au redimensionnement de cette fenêtre. On l'a vu dans le schéma ici, nous avons un événement de type Video Resize, d'accord? Et ça c'est important. Sur la droite ici, ce sont des attributs en fait, donc des variables qui sont liées en fonction de l'événement qui est survenu. C'est-à-dire quand on quitte le programme, donc quitter le programme, je rappelle cet événement, c'est tout simplement quand on utilise les contrôles de la fenêtre, donc liés au système, Windows, Linux, Mac, etc. Quand je clique sur la croix, je vais déclencher un événement quit de Pygame, et à ce moment-là, il se passera ça. Donc là, mon booléen passe à false, et comme la boucle infinie tient sur le fait que notre variable booléenne est à true, ça quitte, en toute logique, le programme. Donc on voit que pour Video Resize, on a notamment deux variables qui vont nous intéresser, qui sont W et H pour la largeur et la hauteur de la fenêtre. Donc ça, la taille, on n'en veut pas, on veut juste ces variables ici. Donc on y va, on va travailler là-dessus. Alors ça, on le laisse, d'accord, on l'enlève évidemment pas, je le mets au tout début, pour dire voilà, si on veut quitter le programme, on traite ça. Et ici, je rajoute une condition. Alors un if, un else, vous mettez ce que vous voulez. Je réécris la même chose, event.type, égale, pygame, et video resize. Donc à partir du moment où ce genre d'événement va arriver, va se produire, on va rentrer dans cette condition-là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien nous allons le voir ici. Alors petite parenthèse, vous voyez qu'à chaque fois ici, quand j'ai une constante liée à Pygame, quit, video resize, resizable, etc., je mets toujours Pygame avant. Si vous voulez éviter de faire ça, d'accord, de pouvoir enlever Pygame point et de mettre juste le nom, il suffira d'importer les locales pour ces constantes. Donc il suffira de faire from Pygame, attendez, j'ai oublié la moitié du truc, locals, voilà, import all. Si vous faites ça, vous n'avez plus à indiquer à chaque fois Pygame point pour toutes les constantes comme ça liées à Pygame. Moi par habitude je le mets jamais, j'utilise jamais ça. Je préfère toujours en fait avoir les noms les plus complets, comme ça je sais à quoi ça correspond. Personnellement c'est ce que je préfère. Après si vous voulez raccourcir les syntaxes, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Donc on garde ça, et dès qu'on arrive ici, qu'est-ce que nous allons changer? Eh bien tout simplement le texte ici que nous affichons. Donc on va reprendre tout ça, c'est la partie qui nous intéresse. Donc le fait de recréer le rendu, donc le nouveau texte, de le rebliter sur notre surface et bien sûr de mettre à jour l'écran, sinon on verrait pas le changement. Mais avant ça, on va pas oublier d'effacer l'écran, donc le meilleur moyen de l'effacer, c'est de remplir notre écran de noir, parce que moi par défaut, quand l'écran en affiche rien, il est en noir. Donc je vais mettre Windows Surface.fill, et ici on va lui passer une couleur noire. Donc comme j'avais fait le blanc ici, on va faire black color 0, 0, 0. Voilà, ça correspond bien les noms, ok. Ensuite, le texte. Donc je vais remettre ici, donc par exemple je vais faire ça. On va l'écrire comme ceci. Et là, comme on l'avait indiqué, comme on le voit ici pour Video Resize, que nous avons ces variables-là, on va pouvoir y accéder depuis notre variable event, d'accord? Depuis cet objet-là. Donc on va juste faire, ici, event.w et event.h pour avoir la hauteur. On garde tout pareil, on le raffiche toujours au même endroit parce qu'on aura effacé, grâce au fil ici, l'ancien affichage qu'on avait au départ, et on a mis à jour l'écran. Donc on fait ça, et là, on va actualiser, on va surtout réexécuter notre programme et voir si ça fonctionne. Donc j'ai mon interface par défaut. Si je change les redimensions, les dimensions de ma fenêtre et que l'événement est déclenché, on voit bien que la taille change. Là, je vais changer juste la largeur. On voit que la hauteur ne bouge pas, on est toujours sur de 300 pixels de hauteur.
Et si je change que la hauteur, on voit que la largeur ne bouge pas. Donc l'événement a bien été traité, d'accord? L'événement et ses produits, on l'a traité par rapport à nos conditions ici, par rapport à la file d'événements que nous avions eu. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment quand la fenêtre a été redimensionnée que ça se présente. Hein. C'est une fois que j'ai relâché la souris pour redimensionner ma fenêtre, que là, il prend en compte l'événement, que l'événement en fait est déclenché. Voilà pour cette partie-là. Donc vous voyez, très simple, je voulais vous montrer ça en vidéo parce que c'est le plus simple à utiliser, et ça peut être utile d'avoir besoin des dimensions de la fenêtre, ça peut pas mal servir quand on travaille dans le jeu vidéo ou autre, c'est bien d'avoir ces informations-là sous la main. Maintenant on va s'occuper d'autres choses très importantes aussi, notamment tout ce qui concerne le clavier, et on terminera sur la souris. D'accord, on verra ces deux choses-là, je pense que ce sera pas mal complet quand même avec tout ce que nous aurons vu sur cette vidéo. Donc je vais retirer tout ce qui n'est plus nécessaire, je vais pas retravailler avec des polices de caractère, enfin du texte en graphique. Si vous voulez continuer de travailler avec du texte en graphique pour la suite, il n'y a pas de problème, ça vous permettra de réviser tout ça, donc n'hésitez pas à le faire. Moi par contre je l'enlève. Donc je vais faire ça j'ai plus besoin de la redimensionner. Tout ça on laisse, et du coup cet événement là je l'enlève, j'en veux plus. Donc nous allons traiter cette fois-ci l'événement quand on appuie sur une touche, c'est key down. Key up, c'est l'inverse, c'est quand vous relâchez la touche du clavier, une des touches du clavier. Donc on va avoir ça, et l'attribut, donc ce qui va nous intéresser par rapport à l'événement key down, c'est key, qui va nous permettre de savoir sur quelle touche nous avons appuyé, chose qui est évidemment très importante quand on manipule une bibliothèque graphique. Donc on y va, event.type égale pygame.keydown, d'accord. Et là ce qu'on peut faire du coup, c'est que nous aurons en fait tout simplement la touche sur laquelle nous avons travaillé. Alors si la touche est alors le problème c'est que moi je ne veux pas gérer tous les cas, donc au niveau de keydown on va avoir besoin d'avoir des constantes, on va retrouver des constantes pour justement les touches du clavier que nous manipulons. Et pour ça, dans notre image donc fournie dans l'archive encore une fois qui est dans la description de la vidéo, vous avez ceci qui est assez long mais je vous ai tous mis les constantes liées justement aux différentes touches du clavier. Donc voilà le nom qui nous intéresse. C'est le nom qui est ici, K, donc tout en majuscule, c'est important, K underscore et le nom. Donc on voit K underscore tab pour la touche tab, K underscore 0 pour le 0, K underscore G pour la touche G du clavier, etc. etc. Donc nous c'est vraiment ça qui nous intéresse le plus. Donc tout y est un up, down, etc. Les touches directionnelles, enfin voilà. On retrouve vraiment tout ce qu'il faut. Ça c'est les flèches directionnelles de votre clavier, si ça vous intéresse, tout est là. Donc ce que je vais faire, on va utiliser les flèches directionnelles, tiens on va utiliser ça. Donc vous voyez K up, K down, right, left. On va utiliser ça. On va pouvoir du coup récupérer ces touches là. Donc moi ce que je vais faire là-dedans, je vais traiter en fait tous les cas, les 4 cas en fait des flèches directionnelles. Je vais dire que si event.key, parce que je rappelle que comme nous sommes sur cet événement là, alors celui-là, vous voyez key down, on a cet objet key, d'accord, c'est ça qui nous intéresse, key, là cette variable. On va donc event.key le comparer, voir si on retrouve la constante que nous voulons. Donc je rappelle que moi je remets pygame point, puisque je n'ai pas importé les constantes via locals, et je vais mettre k underscore up. Donc si j'ai ça, je vais afficher O. D'accord. Ensuite on va mettre event.key égale pygame.k down. Alors print le bas, et on va remettre la même chose, elif, et bien sûr, sinon je vais mettre else, autre touche, voilà. Donc haut, bas, gauche et droite. Donc là moi je ne fais qu'afficher dans le terminal la touche sur laquelle nous avons appuyé. Sur un programme graphique, si vous voulez déplacer une surface, déplacer un cube ou autre, une image, comme vous l'avez vu précédemment, vous allez pouvoir adapter ce code sans problème. Il suffira ici de gérer le déplacement de votre image ou de votre surface en modifiant ses coordonnées. Par exemple en augmentant de 1 la position en X ou en Y en fonction de ce que de la coordonnée que vous voulez modifier et du déplacement que vous voulez simuler. D'accord, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc normalement je n'ai rien oublié, tout est bon, on va voir ça. Donc je suis sur mon interface, j'appuie donc sur n'importe quelle touche, vous voyez ce qui se passe sur le terminal, il met autre tout, donc là je fais AZERTY, vous voyez, d'accord, barre espace, shift, tab, etc. Et dès que j'appuie sur une flèche directionnelle, j'ai pas besoin de vous dire sur quoi j'appuie, puisque vous voyez sur le terminal sur quoi j'ai appuyé. D'accord. Donc si je reste appuyé, voilà, genre de choses, voilà, on a tout ça.
Ok, donc je pense que vous avez compris le principe. Voilà, donc c'est évidemment très réactif, hein, parce que ça va très vite. Voilà, on peut gérer tout ça. Ok pour cette partie ici. Donc vous gérez, hein, c'est très simple. Toujours pareil, on vérifie le type de l'événement produit, donc c'est tout ça. Et en fonction du type, on a accès à pas mal d'autres variables qui nous permettent du coup de vérifier voilà, ce qui est utile par rapport à l'événement qui évidemment s'est produit, et après de faire en fonction de ce qui vous intéresse. Donc je vous dis pour vidéo resize, on peut s'intéresser aux dimensions, pour keydown par rapport à la touche appuyée ou la touche relâchée, et nous allons bien évidemment terminer avec la souris pour finir cette vidéo là. Donc l'événement de type mouse motion, pourquoi je m'intéresse à celui-là, c'est tout simplement le déplacement du curseur de la souris que vous voyez à l'écran. D'accord, c'est pas le fait de cliquer sur un des boutons ou de relâcher un des boutons, donc down pour cliquer, up pour relâcher le bouton, mais mouse motion c'est la position vraiment du curseur à l'écran. En tout cas sur pas l'écran du PC complet, mais rappelez-vous l'écran de votre interface, d'accord, l'écran de la fenêtre de votre programme. C'est bien ça qu'il faut en retenir. Donc on va modifier en fonction. Donc là je pense que maintenant vous avez compris le principe, hein. Vous voyez c'est très très facile à prendre en main au niveau de Pygame. On fait pygame.mouseMotion. Et à partir de là, vous avez compris que ça vous donne accès à d'autres variables. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pause, ici. Donc pause, je vais pas m'embêter, je vais juste faire ceci, .format, event.pause. Ouais, je fais vraiment au plus simple, c'est que vous voyez que ça fonctionne très très bien. Je vais ici, je démarre mon programme. Et là, voilà. Vous voyez, moindre déplacement que je fais sur mon interface. Donc si je quitte, encore une fois, ma fenêtre, vous voyez qu'il ne se passe rien, normal, hein, on parle pas de la position sur l'écran de votre ordinateur, ça n'a rien à voir, on parle bien de votre programme, et du coup, ça change en fonction. Voilà, donc ça vous met les coordonnées, en fait, la position de votre souris par rapport à votre interface. Donc évidemment, si je vais au point le plus en haut à gauche de ma fenêtre, eh bien j'aurai les coordonnées normalement 0, 0. Donc là, j'arrive pas vraiment à les atteindre, parce que c'est évidemment bon. Voilà, si je les ai, c'est bon, j'ai 0, 0. Et plus je vais aller en haut à droite, et plus je serai au 640, 480. Donc est-ce que j'arrive à les avoir? On essaye, non, j'arrive pas à l'avoir. Je suis à 639, c'est 479, j'arrive pas à avoir le dernier pixel. Bon, peu importe, en tout cas vous avez compris le principe. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment traité pour le coup en temps réel. Dès qu'il y a eu un déplacement, dès que je fais ne serait-ce qu'un pixel de déplacement de ma souris, ça déclenche un événement Pygame qui s'appelle mouse motion, et comme on traite cet événement pour afficher les coordonnées du curseur au moment où il y a eu le déplacement, eh bien on récupère ces coordonnées. Donc ça évidemment, hein, inutile de vous dire que dans un programme graphique ou dans un jeu vidéo, c'est absolument nécessaire. On peut penser par exemple aux jeux FPS, aux jeux de tir, ça permet par exemple de savoir si vous avez touché une cible ou non. Donc c'est absolument nécessaire, absolument essentiel de maîtriser ce genre de choses avec une bibliothèque graphique en 2D. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses, hein. On peut vérifier, il y a plein de méthodes aussi qu'on peut vérifier, par exemple récupérer des noms, ou vérifier si on a pressé une touche ou autre, mais bon, c'est pas forcément utile. Ici on a vu déjà pas mal, et je peux pas vous montrer tous les événements, ce serait beaucoup trop long, mais en tout cas je pense que vous avez compris un petit peu le principe par rapport à tout ça. Donc écoutez, je pense que vous pouvez vraiment commencer à utiliser ces différents traitements, en tout cas d'événements. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire. Alors pour le joystick, hein, si vous voulez vraiment travailler avec des joysticks, regardez dans la documentation de Pygame, c'est tout aussi simple, hein. C'est vraiment pas plus compliqué, c'est juste qu'il y a un peu plus de choses à prendre en compte pour les joysticks, par rapport aux coordonnées des sticks analogiques, des touches, ce genre de choses. Donc il y a plusieurs valeurs différentes, les axes, tout ça. Mais c'est pas plus compliqué, il y a juste plus de choses, évidemment, plus d'informations sur un joystick, une manette de jeu qu'une simple souris, qui n'aurait que juste quelques touches ou une des coordonnées. Donc au final, voilà, c'est vraiment la même manipulation. Donc n'hésitez pas à voir tout ça un petit peu, si vous voulez, pour manipuler toutes ces choses ici. Voilà, donc on a les boutons, on a les sticks analogiques, tout ça. Donc tout peut être géré via ces différents types d'événements. Donc vous pouvez les tester, de voir un petit peu comment que ça se déclenche, et comment traiter ces différents événements. Et je pense que j'en resterai là. Donc encore une fois, un dernier rappel, hein, ces deux images sont disponibles dans une archive, dans la description de la vidéo. Hein. Ne vous amusez pas à recopier tout à la main. Vous pourrez les garder sous le coude, comme ça quand vous programmez avec Pygame, vous gardez ça à côté de vous, et dès que vous avez besoin de chercher une touche, hein, pas besoin d'apprendre tous les noms par cœur. Moi il y en a plein que je connais évidemment pas, il y en a qui sont très logiques, d'autres non. Puis ce sont en plus les constantes qu'on retrouve avec la SDL, donc c'est bon, après quand on a l'habitude de manipuler, on s'en souvient. Mais vous amusez pas à apprendre tout ça par cœur, hein, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Donc gardez ça sous la main et ce sera bien pratique pour vous.
Je vais vous laisser avec ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était quand même très attendu, hein. C'était quand même une grosse partie intéressante. Maintenant bah, vous savez manipuler les événements, donc on s'en resservira. On continue un petit peu, il nous reste encore quelques petites choses à voir sur Pygame. En plus grand chose, on va parler de, et ça va nous intéresser pour la suite, de comment mesurer le temps, parce qu'on va voir que le temps dans une application graphique c'est quelque chose de très important et qu'il faut également mettre en œuvre. Et après, je pense qu'on terminera tranquillement, on va dire en petit bonus. Je pense que je vous montrerai comment jouer des sons, d'accord, comment manipuler des sons et des flux audio sur vos programmes. Ça peut être sympa de mettre un petit peu de musique ou des petits effets sur vos applications graphiques ou vos jeux vidéo. Et puis, je crois qu'on aura terminé le cours, on terminera avec ça. Donc, je ferai évidemment, comme pour mes autres formations, une vidéo de conclusion pour résumer un petit peu tout ce que nous avons vu et vous dire un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous avez fini ce cours. Et voilà, je pense qu'on s'arrêtera là. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des cours Pygame, parce qu'il nous en reste encore un petit peu, et pas des moindres. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine séance. Ciao tout le monde.